Bonsoir, tout d'abord, merci pour le film, merci pour votre présence. Je voulais savoir s'il y avait un message à passer avec votre long métrage. Bon, au départ, on a pris deux phénomènes en fait, qui ont marqué le paysage social tunisien après la Révolution. Donc, c'était les pêcheurs, les gens qui cherchaient les trésors, et les maisons qui se sont écroulées au centre-ville, à Mendif, à plusieurs endroits. Et beaucoup de familles se sont retrouvées à la rue. Donc, on a pris ça au départ pour essayer de faire un portrait général de la situation actuelle du pays. Donc, pour le message, en fait, je vais dire qu'il n'y a pas de message direct, mais plutôt on a essayé de mettre le spectateur dans une situation où il essaie de comprendre en fait ce qui se passe petit à petit. En fait, d'un côté, on a le père, sans situation qui représente la société patriarcale, ce père qui prend une décision qui concerne le destin de toute la famille, sans les faire partager avec eux, malgré toute la bonne foi. En fait, on va dire qu'il n'y a pas de message, mais il y a une question. Est-ce que cette bonne foi de la part du père est vraiment essentielle pour déterminer le destin de toute la famille? Ou est-ce que c'est suffisant, à part qu'il ne fait pas partager cette bonne foi avec sa famille? Est-ce que c'est, on va dire, est-ce que c'est toujours est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire comme ça, de déterminer le destin de tout le monde par le Père, sans vraiment faire partager ce destin à tout le monde, malgré toute cette bonne foi? Donc c'est une critique à la société patriarcale tunisienne, tout simplement. Donc c'est juste une critique au niveau de la famille. Vous ne généralisez pas au pays. En fait, en Tunisie, enfin, je parle de ma famille, et je parle des familles de mes amis. On est une société patriarcale, dans le sens que le père, la figure du père, c'est la figure qui gère, qui maîtrise. Quand le père fait des choix qui ne sont pas des bons choix, on ne peut pas lui dire, on ne peut pas lui critiquer dans les choix qu'il fait. Et du coup, la famille se trouve, c'est une famille tunisienne, très simple, qui trouve une difficulté à communiquer avec le père, avec Ali. Et pourtant, Ali, il cherche le bonheur de sa famille, il cherche des moyens pour avoir une possibilité de déménager dans une maison plus confortable, avec moins de danger pour tout le monde, mais il ne communique pas. Donc le père tunisien, le père de famille classique, d'habitude, il est très sérieux. Il n'y a pas vraiment de dialogue, il n'y a pas de communication dans la famille. Et c'est une thématique qu'on a traitée dans d'autres films que j'ai produits, comme Tunis by Night. Et peut-être dans d'autres familles tunisois qui sont différents, mais la plupart des familles tunisiennes sont comme ça. C'est une société patriarcale où le père ne discute pas de ses défauts. Il n'accepte pas de discuter de ses choix. Merci. عسلامة. نسأل مجدي الأخضر. C'est possible, hein? Oui, allez-y. Ok. On vous écoute. اوكي. بالنسبة لمجدي استعماله للكاميرا الذاتية السوبجيكتيف هي أول تجربة في السينما التونسية وأول تجربة في السينما العربية. علاش مشى للكاميرا السوبجيكتيف؟ والرعشة اللي نشوفوا فيها في الفيلم هي مقصودة وحاب يوصل بها ميساج ولا لا؟ Ça me dérange pas de traduire en même temps parce que je n'ai pas tout compris. Ok, en fait, la question, pourquoi la caméra subjective? Pourquoi la caméra subjective? C'est tous les films arabes et tunisiens étaient tournés en caméra subjective. S'il te plaît, نجم نوقفوا البروجيكتور. le vent, ok. En fait, il y avait deux questions, si vous permettez. Ah, Merci.
Il y avait deux questions. Oui, parce qu'il a demandé pourquoi le choix de la caméra subjective, mais également, en effet, Cette on caméra voit qui tremble. elle tremble. Est-ce que c'est volontaire? En fait, j'allais répondre sans avoir. C'était en fait pour finir la traduction. En fait, la caméra subjective, en fait, l'histoire se déroule sur une seule journée et quasiment à huis clos. Et je voudrais vraiment embarquer le spectateur, lui faire vivre cette journée, on va dire, où le destin bascule moment par moment. Et pour y arriver, en fait, la caméra subjective m'a permis en fait d'embarquer non seulement le spectateur, mais en fait d'accentuer l'aspect de l'identification au personnage. En fait, plus qu'une identification. En fait, la distance avec les personnages est enlevée parce que le spectateur, il est à leur place carrément. Donc, là, quand le spectateur est dans le point de vue du personnage, il n'est plus en fait simple spectateur où il juge ce qui se passe, où il analyse, mais plutôt il vit ça. Il essaie de comprendre parce qu'il est à leur place. Pour le tremblement de la caméra, en fait, parfois on est obligé de faire trembler la caméra parce qu'il y a des effets spéciaux. Parce que même une personne, la vue réelle, en fait, l'œil, quand on court, en fait, on a l'impression que le monde qui bouge, vraiment, il y a des flous, en fait, donc surtout dans les moments de panique. Donc on a essayé, en fait, de recréer cette impression et d'être fidèle, en fait, à l'œil humain. Moi j'ai une question, comme on parle de messages, de caméras subjectives. Donc on a compris que c'était l'incarnation de la société patriarcale tunisienne. Je crois que d'ailleurs c'est pas la seule société. C'est une métaphore de la société tunisienne actuelle. Alors, C'est une métaphore politique. Donc on parle de la maison, enfin, on n'a pas voulu dire ça directement dans les médias. Après j'ai une question. Ouais. En fait, la famille représente la société tunisienne et la maison qui est en train de tomber, ou le plafond déjà craqué. Donc c'est un peu la condition, enfin les conditions économiques et sociales, même politiques, de la société tunisienne, et où on a toujours la figure du père, comme Ben Ali, comme Béchir et Sepsi, qui nous quitte. On a toujours besoin, même s'il n'est pas dans la bonne direction, ou on n'est pas d'accord avec lui, même si on le critique, en lui cachant nos vraies opinions, mais il reste toujours le guide, et on doit toujours. Je donne par exemple la séquence avant que le plafond cède. Il y avait une séquence où toute la famille était présente dans le salon, juste à côté de la porte, et la femme disait, enfin Baya disait, il faut sortir. Le père, Ali disait, tu ne vas pas sortir, c'est la nuit, où tu vas aller, dans le sens que. Toute la famille était juste à côté de la porte, mais ils ne pouvaient pas prendre une décision de quitter la maison, parce que le père a dit non, Ali a dit non, alors tous doivent accepter en fait, cette décision, ce pouvoir patriarcal qui existe dans cette famille. Alors, si je puis me permettre, dans la prolongation de cette métaphore, donc le film, c'est la maison de Tunisie qui s'écroule, les secours arrivent trop tard, et sa jeunesse se meurt. Sa jeunesse se meurt. Bon, ici, en fait, à la fin, la jeunesse ne se meurt pas. Au contraire, on a une deuxième chance au père, en fait, il y a une réconciliation. La question que je pose dans la dernière séquence, qu'est-ce qui reste à cette jeune génération qui a subi toutes les prises de décision et les prises de position de la génération qui l'a précédée, qu'est-ce qui lui reste en fait? J'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui lui reste? À part la réconciliation, à part de pardonner en fait, pour qu'elle puisse marcher de l'avant. En fait, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. En fait, il y a une sorte de réconciliation à la fin. Quand il touche la main, on voit un gros blanc sur la main de Saïf. C'est l'espoir. C'est l'espoir, mais c'est aussi une deuxième chance pour le père. Comme ça, il pourra peut-être se rattraper, parce qu'il a compris que le vrai trésor qu'il doit chercher, c'est sa famille. Donc il doit communiquer avec sa famille et surtout partager
le bien et le mal, et surtout discuter, parce que peut-être s'il pensait aller chercher des moyens pour déménager, pour améliorer la situation de sa famille, il pouvait en parler en famille, au lieu d'aller chercher un trésor caché sous sa maison, et pendant des années. Entre-temps, la maison était en train de se détérioriser, et donc c'est simple. Donc, moi, je n'aime pas la question, c'est quoi le message? Parce que d'habitude, je réponds, c'est un SMS. Il n'y a pas de message. Le message, c'est le fil. Il faut comprendre la métaphore. Si on n'arrive pas à avoir, on n'arrive pas à avoir cette métaphore dans le film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de métaphore pour téléspectateurs. Mais certainement, il y a quand même une petite histoire de famille tunisienne où à la fin, le fils n'est pas vraiment, n'est pas mort, mais au moins on sait qu'il est vivant. Dans le sens que le fait qu'il touche, hein, quand il touche la main de son père, c'est un acte qu'on trouve chez les bébés à la naissance. Parce qu'à la naissance, le bébé, dès que tu mets le doigt, il attrape. Et c'est comme la renaissance, en fait. C'est la renaissance de cette famille. C'est une renaissance et une deuxième chance pour le père. Enfin, c'est ce qu'on a voulu passer comme message. En fait, la question de message dans un film, le film n'est pas. Ne va pas passer des messages. Au-delà du message, au-delà de l'histoire, en fait, ce que le film propose, on va dire, essentiellement et au fond, en fait, c'est si jamais il y a par exemple des spectateurs qui savent rien de l'actualité tunisienne, par exemple, et je leur propose ce film, qu'est-ce que je propose à eux? Je propose vraiment une expérience à vivre. Parce que les personnages, ici, on peut dire qu'ils vivent à la limite du cas social. Quand on regarde par exemple les actualités où on lit un article sur une famille qui s'est retrouvée à la rue après une chute de leur maison, donc ça, on trouve ça dans toutes les sociétés. Et cette distance avec le cas social, en fait, il est en dehors de nous. Donc on est dans une position où on juge en fait cette famille-là ou ces personnes-là. Donc le film propose vraiment une expérience de se mettre à la place de ces gens-là, d'essayer de comprendre pourquoi ils sont dans cette situation-là, indépendamment de toute lecture, première lecture ou de toute métaphore. Il y a des personnes, il y a une famille, en fait, c'est le noyau de toute société, je pense. Le père, la mère, la figure, le fils et la fille, c'est en fait des figures qu'on trouve dans toutes les sociétés. Donc chacun peut s'identifier à un personnage et voir comment ce personnage-là, il regarde les autres. Au lieu en fait, change, parce que c'est pas un caméra subjectif classique des années 60 ou autour. En fait, le sous-entendu à la fin, c'est essayer pour une fois de enlever en fait tous les préjugés, toutes les idées reçues, et d'essayer de comprendre, malgré tout le mal qu'on a fait, ou qu'on puisse faire, il faut essayer de comprendre. C'est pour ça en fait qu'à la fin, le fils, il pardonne son père, parce que dès le début du film, on comprend que le fils ne comprend pas réellement le père comme la mère, mais il ne l'exprime pas. Mais quand il comprend ce que son père a réellement voulu faire, c'était un coup de folie, hein, de chercher un trésor toutes ces années. C'était le mentor, le fils était son mentor. Voilà, c'est ça en fait, Ce que propose le film. S'occuper de la famille, parce que le fils a pris la place du père. On voit plusieurs séquences, plusieurs plans où le fils prend la place du père. Dans le sens, quand on a besoin d'argent, on demande à Saïf et pas à Ali. Quand on veut parler de telle ou telle chose, on parle à Saïf et pas à Ali, parce qu'Ali, il n'entend pas. Ali, il regarde directement dans la direction de il faut trouver le trésor pour sauver ma famille. Mais il ne discute pas de ça. Donc, il y a aussi un côté, en fait c'est là que je dis oui pour la caméra subjective, c'est que il y a toujours eu un côté où j'essaie d'expérimenter quelque chose au cinéma. Et je peux le faire dans mon premier film. En fait, c'est ça. Au lieu de vous proposer, en fait, ce que je propose, c'est une expérience de la salle autrement. Là, il y a une expérience de la VR à l'Institut français. Et ça m'a fait réfléchir, en fait. Mais inconsciemment, je n'avais pas en fait en tête la VR. Mais c'est de proposer, en fait, le cinéma autrement. Au lieu de regarder, en fait, de vivre.
l'histoire. Oui, mais la caméra subjective, c'est simple, en fait. Parce que vu qu'on avait des effets spéciaux, et il fallait tourner avec des moyens de bord, mais aussi parce que le film, c'est un film à suspense. Et donc, la caméra subjective, d'habitude, on utilise plusieurs plans subjectifs dans les films à suspense, des films thrillers américains comme les films de Hitchcock. Et donc, c'était une décision technique à prendre ou à laisser. Il fallait tourner tout le film en caméra subjective, mais on n'a pas utilisé le truc classique d'un seul point de vue. Vu qu'on a 4 points de vue, on est dans un huis clos. Alors, c'était décidé d'aller prendre chaque fois un point de vue qui doit être plus important que l'autre, qui nous montre plus de détails. Et donc, on a fait tout le film en caméra subjective, entièrement en caméra subjective, mais ce n'est pas le cas des de films entièrement en caméra subjective. Il n'y a que 9 films depuis la création du 7e art qui ont été tournés en caméra subjective. Mais là, on parle d'un autre procédé technique, caméra subjective avec 4 points de vue, où ça va faciliter un peu l'identification des spectateurs par rapport au personnage. Dans le sens qu'avec le son et avec la situation dans le tout, ça va être plus facile d'être dedans avec eux. Donc ça va donner encore envie de rester et regarder jusqu'à la fin. C'est tout simple. Une autre particularité, en fait, à moins qu'il y ait une question, en tant que producteur, vous êtes aussi scénariste. Je suis scénariste également du film. Il y a un crédit qui est comédienne. Non, avec la coproductrice du film que vous avez. Également, c'est une production tunisiso-française. Il y a une coproduction française. Il y a également Orange qui est dedans. Orange Studio et Arizona. La question, elle est comment ça se passe comment ça s'est passé votre rencontre? Parce que c'est pas évident d'écrire un producteur et d'écrire avec son réalisateur, non? De votre point de vue subjectif à chacun, comment ça s'est passé en fait, la collaboration et votre rencontre en 2 mots? En fait, la rencontre, on s'est rencontrés à Torino, en Italie. Ça, c'était en 2009. Et on a commencé en 2010 à travailler sur un projet. Donc, c'était un projet à développer. Donc, j'étais le réalisateur scénariste, il était le producteur. Ça, jusqu'à 2016. Donc, 2016, quand on a eu le financement de l'État, on a fait une sorte d'atelier. En fait, moi, lui et Soumaï Jlassi. Et il y avait aussi Guillaume Dessay qui nous suivait de France, qui nous donnait des conseils, des feedbacks rapides, pour en fait qu'on puisse avoir une version de tournage rapidement. En fait, c'est ma première expérience. J'ai accepté parce que j'ai vu qu'en fait, il y avait pas seulement de bons conseils, mais en fait, il y avait une sorte d'anticipation chez Mohamed Ali et Soumaï parce qu'ils avaient plus d'expérience que moi. Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a une fois, on m'a dit, cette séquence, tu l'enlèves. Tu ne vas pas l'utiliser en montage. Tu vas nous faire perdre de l'argent et du temps. Après, en fait, un huis clos. Juste une dernière. Le dialogue, en fait, pour animer le dialogue dans un huis clos, il faut vraiment avoir de l'expérience. Surtout 4 personnages dans un huis clos, il fallait être à plusieurs, c'est être à plusieurs. Donc, pour ma première expérience, je dis que je n'ai pas vraiment les capacités à développer 4 personnages tout seul, surtout les dialogues. Donc, vraiment. Que les gens sortent de la salle. Donc voilà, la collaboration en fait n'a été que bénéfique pour le scénario. C'était tout simplement un projet. Moi, j'étais directeur d'un festival de cinéma étudiant à Turin, en Italie, au Polytechnique de Turin. Et donc, les gens de Château Spémental venaient projeter leur film chez nous parce qu'on avait une petite école, enfin, pas une école, mais un département pour le cinéma et la communication. Donc, c'est cinéma et communication. Et du coup, dans ce festival, j'avais des projets, enfin des petits courts-métrages de la Tunisie, de l'Islam, de l'Esac. Et Majdi, il était l'un de ces réalisateurs de ces courts-métrages, qui m'a été conseillé d'ailleurs par Rabel Zadid, son professeur. Et du coup, Majdi, il était là à Turin, à présenter son film. On a parlé, il a eu une mention spéciale, on a parlé après de ses projets, et il m'a présenté. Un petit traitement, une
débats très longs au début, mais c'était un projet de long métrage. Et après quelques mois, on a parlé, il y avait Dora Bouchoucha qui lui avait proposé de l'inviter pour un programme de développement, mais une boldeuse avec IAVE, le groupe européen d'entrepreneurs. Et du coup, on a fait l'atelier à Djerba, et après, on a commencé à travailler sérieusement sur le traitement, et on a eu une petite sélection alphabet sigma du monde, et après, on a fait d'autres ateliers comme Grand Nord, tout ça, et donc le projet commençait à avoir une certaine ampleur pour le développement. Et après, on a présenté plusieurs fois au ministère, il n'a pas eu d'argent. Mais en 2016, on a déposé une version enfin, moi j'ai beaucoup suivi la réécriture. Et lorsqu'on a eu l'argent, j'ai demandé à Mel, dit voilà, ton film, ton projet est un peu fantastique par rapport à ce qu'on produit en Tunisie. Parce que là, maintenant, on commence à produire des films de genre, comme Dash l'année dernière, et cette année aussi. Mais d'habitude, lorsqu'on fait un film de genre, c'est foutu par rapport à la salle, dans le sens que c'est compliqué d'expliquer après pourquoi tu as fait ce film. Parce que les gens sont habitués à des films sociaux. C'est un peu comme l'Italie. D'habitude, les films sociaux qui marchent, si tu fais un film policier ou un film d'action, ça ne marche pas. Ni pour les télés, ni pour les salles. Donc en Tunisie, déjà, c'est compliqué déjà de faire sortir un premier film. Et du coup, on avait discuté avec le distributeur dès le début, Koubantine, qui suivait un peu ce qui se passait. Et c'était difficile d'arriver à avoir une version pour le tournage faisable, et surtout où on était sûr qu'il n'y aura pas de problème après dans le montage, parce que c'est pas facile en fait de tourner un film en caméra subjective. Il fallait que moi je faisais tout, dessiner tous les plans en storyboard et expliquer tout son découpage dans ce storyboard. Et il fallait discuter beaucoup avec la chef-op, avec le cadreur qui devait faire l'acteur dans ce film. Donc il y a 4 protagonistes, plus le cadreur qui faisait tout le travail avec eux. Et il fallait aussi expliquer aux acteurs que ce procédé technique il est important après pour la crédibilité du film. Parce qu'on avait ces effets spéciaux et on n'avait pas les moyens pour faire en VFX. Parce que ça va nous coûter une fortune. En plus, en Tunisie, il n'y a pas vraiment des experts pour faire ça. Donc c'était la seule solution. Du coup, les acteurs, surtout Raoul Bonamour et la Père Dantan, ont passé beaucoup de temps à faire avec nous des répétitions et ils ont accepté après un certain temps de vivre l'expérience et faire cette aventure ensemble. Le tournage était très difficile pour les deux, je crois, parce que c'était 16 jours, on n'avait pas assez de moyens, mais c'était planifié sur 16 jours aussi. Mais on avait des conditions de tournage durant la préparation. Il y avait 4 jours avec la même caméra, avec la mini Alexa, avec toute la troupe présente, et c'était des conditions de tournage. C'est pour comprendre si on peut passer à l'étape de tournage, et on a même monté ces séquences, on ne les a pas utilisées, et du coup on a décidé de lancer le tournage, et on a commencé, et pendant 16 jours on a tout terminé. C'est court, 1h15, parce que c'était décidé dès le début de ne pas. Il ne faut pas emmerder le spectateur avec cette histoire de caméra subjective, donc il fallait juste laisser des moments les plus importants avec les petites vannes qu'on faisait, comme la séquence de l'Evron, par exemple. Non, c'est pour aller un peu cette ambiance dramatique, non, et surtout l'étouffement. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur l'étouffement. Maintenant, on nous critique parce que le film est étouffant, mais on a beaucoup travaillé sur ça. On voulait ça. On voulait que les gens... non, parce qu'en fait, la Tunisie, maintenant, parce que si on veut parler d'intention, l'intention du réalisateur, du producteur, c'est de créer avec ce film, ce projet, reproduire la réalité. La Tunisie, maintenant, vit une situation économique et sociale très difficile. On va dire le ressenti de reproduire le ressenti de la situation sociale et économique du pays. En tout cas, c'est vraiment réussi. On était vraiment dans le film. L'effet, c'est un beau challenge. Vous avez un très beau casting d'acteurs. On était vraiment dans le film, mais bizarrement, je suis allée beaucoup
moi personnellement, hein, je suis allée beaucoup plus loin que la famille. C'est plus l'état actuel de l'économie tunisienne. Voilà, c'est ça. Honnêtement. Ça. En fait, Donc vraiment. On a adapté par rapport à l'actualité. Exactement. On le ressent vraiment, hein. On le ressent. C'est pour ça que je vous ai dit, est-ce qu'il y a un message, ça va au-delà de la famille. Parce que ce que moi j'ai personnellement ressenti. Je crois que si Brigitte n'était pas mort, c'était écrit pour c'est une critique pour en fait, voilà. Dès l'écriture, en fait, quand on écrivait ensemble, Mohamed Ali disait toujours lui, Ali, c'est BG Conception. C'est beaucoup inspiré quand il donnait des exemples où réfléchissez au dialogue, lui, c'est BG Conception. Lui, c'est BG Conception. On a tous le sentiment d'appartenance à la grande famille, en fait. Hein. En fait, elle représentait le patriarche. Exactement. Non, et je pense que vous avez réussi. Après, il fallait adapter pour faire un truc que Go-Martini peut accepter. Après, pour les salles, parce que c'est pas facile en fait d'avoir une quinzaine de salles pour la première semaine et se lancer pour la date du 3 novembre avec tous les films qui ont pris les sélections. Parce que nous avons présenté le film pour tous ces festivals, mais on n'a pas été sélectionnés. Après, le Caire a pris le film pour la compétition de la critique et je comprends pourquoi la critique, parce que en fait, c'est un film où Mesdi expérimente, c'est son premier long métrage et il a le droit de faire ça. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, que lorsque les Tunisiens font un cinéma innovant et essayent de montrer, comme Bachar l'année dernière, montrer qu'ils sont capables de faire un autre cinéma, pas un cinéma social. C'est pas une critique pour nos Léposites ou les autres films qui sont avec nous, mais pourquoi les festivals attendent des films qui sont différents des idées, du désir, non, ou des souhaits des jeunes réalisateurs tunisiens. Parce que nos jeunes regardent des films américains et ils veulent faire des films de genre. Ils ne veulent pas seulement faire des films sociaux, des films d'auteur assez. Donc pourquoi il faut oser hein, pour innover. On a osé. Et je crois que les Tunisiens ne sont pas très. N'ont pas refusé cette possibilité, non, cette. En fait, ça commence à se ressentir surtout ces dernières années. Avec, il y a une empreinte du film de genre qui est en train de s'incruster sur ce qu'on appelle, entre guillemets, le film d'auteur. Ça commence à prendre le dessus, en fait, pour revenir à ce que tu dis. En fait, pour revenir à ce que tu as dit, en fait, pas mal de gens vont poser la question pourquoi. En fait, ils ne posent pas la question, mais ils trouvent ça étrange que le producteur ou les producteurs puissent écrire un scénario avec le réalisateur. Parce qu'ici, en Tunisie, on est considéré comme un pays d'auteurs et non un pays de cinéastes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est en train de changer, mais je ne sais pas comment. Chacun est en train de vivre son expérience à part. Moi, pourquoi j'ai accepté? En fait, je me suis retrouvé dans une position, pour répondre, en fait, pour rebondir, je me suis retrouvé dans une position où je suis en train de faire un film, le modèle de production, on va dire, pas l'insu ou le propos, en fait, ou le financement, mais le modèle de production est purement américain. Ce qui nous manquait réellement au tournage, c'est des conseillers, en fait, des supervisors, des effets spéciaux, les gens d'étalonnage qui seraient prêts à être sur le plateau pour nous dire si c'est bon ou pas. En fait, ce que j'ai fait, c'est de déléguer en fait, les tâches du réalisateur à Mohamed Ali et à Soumaï, pour que je puisse être sur le plateau. Parce qu'aux États-Unis, tu peux déléguer ça à un conseiller. Ok, tu appelles le studio, tu ramènes quelqu'un à $100 000, et lui, il prend la responsabilité. Moi, j'avais 16 jours, j'avais peu d'argent pour faire ça. Donc, j'ai dû accepter, indépendamment de l'écriture, de déléguer certaines choses que le réalisateur ne délègue pas. J'ai délégué le bruit, image au producteur, par exemple, parce que je devais être sous terre. En fait, le décor, c'est un décor naturel, hein, qu'on soit clair. C'est pas un studio. C'est pas un studio, c'est un décor naturel. La maison est vraiment dans un état lamentable. Elle est magnifique, cette demeure. C'est à Montfleury. En fait, je pense que c'est l'une des premières maisons à Montfleury. Elle a presque 130 ans. Magnifique. Et voilà, donc, il fallait déléguer certaines choses. Voilà, il fallait déléguer certaines choses, des tâches du réalisateur au producteur, pour que je puisse terminer le tournage.
Juste pour conclure, en fait, quels sont tes projets actuellement? Est-ce que tu as des projets? Vous allez retravailler ensemble? Vous avez l'air de bien vous entendre? Bon, actuellement, je suis sur quelque chose. C'est encore fragile pour en parler tout de suite. Mais pour tout de suite, là, je travaille sur une exposition. Mais pour le cinéma, c'est encore fragile pour en parler. Il y a une vanne, en fait, qu'on a sortie la semaine dernière. En fait, il y a avant qu'il ne soit trop tard 2. Mohamed Ali, tu as des projets actuellement? J'ai un long métrage en post-prod prochain d'Henri de Style. On est en post-production. Et j'ai 2 autres en développement. Espérons qu'on aura de l'argent. Parce que là, ça se. Ça se présente mal, avec tous ces chamboulements. Non, parce que si on aurait, par exemple, si on avait eu, par exemple, l'aide cinéma du monde ou l'aide franco-tunisien. On aurait tourné en un mois, tranquille. Après, on a eu de l'argent juste après. Enfin, le film a reçu il sera diffusé sur OSL. Au Showtime, on demandera. Et Orange Studio va s'occuper de la distribution en France et pour la vente aussi. Ils sont coproducteurs. Donc on a eu de l'argent, mais c'était après. Mais en 16 jours, vous ne pouvez pas faire de miracle de toute façon. Oui, mais les gens, on l'a fait. C'était ma décision. Justement, c'est court. Juste une remarque, si j'étais dans mon deuxième long métrage, j'aurais pu le tourner en 12 jours, en 2 semaines. Avec cette technique. Oui. Oui, bien sûr. En fait, moi j'ai fait des capsules vidéo, capsules vidéo qui sont en train d'être dévoilées sur la page officielle du film, avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est le fait où on explique le processus de fabrication pendant le tournage et la préparation. On montre des séquences, comment on les prépare, des séquences d'effets spéciaux principalement, et après, voilà le résultat. Donc des extraits, d'habitude on dévoile des extraits. En fait, j'ai décidé de dévoiler des extraits dans des capsules vidéo de 2 minutes chacune, et ça marche très bien. Donc déjà, c'est bien d'oser pour l'innover. Hein. C'est comme ça qu'on peut faire changer les mentalités de toute façon. Hein. Bon, bravo, et puis merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. 2 secondes, puisqu'on est peu, je vais vous montrer le document en fait, qui a été créé spécialement pour le film. On peut se réunir ici, je l'ai sur moi. En fait, c'est un document qui a été créé spécialement pour le film. C'est quelque chose entre la bande dessinée en fait et le découpage classique, le storyboard, pour qu'on puisse tourner avec cette caméra subjective. En fait, toutes les images que vous avez vues ont été dessinées et montées en fait avant même le tournage. Ça c'est le film image par image. Là c'est la scène de l'atelier, de couture. Je vais vous montrer directement la scène de la chute. Comme ça, ça c'est le truc du téléphone. Je ramène le téléphone, il monte. La chute. De moi. On fait 34. 33. Voilà. C'est à partir d'ici. Là, si vous vous rappelez, où Safe prend la poutre pour la mettre en place, ça c'est la première pierre.